Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur C8. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis là ce soir pour continuer pour vous la lecture de Notre cœur de Guy de Maupassant. C'est son dernier roman publié en 1890, dernier coup de maître avant que l'auteur sombre dans la folie qui l'emportera 3 ans plus tard. C'est un roman qui raconte la passion inassouvie de Maroual, notre jeune héros, jeune homme du monde, pour la belle et si froide veuve Michel de Burn, qui a décidé de profiter, elle, de sa liberté et de se jouer totalement des hommes. Elle est l'unique personnage féminin, je veux dire principal, autour duquel vont graviter tout un tas d'hommes rustres, archaïques, qui représentent vraiment le temps révolu et rejeté à la fois par l'auteur et par son personnage, Madame de Burn. Elle est libre de toute contrainte, débarrassée de tout scrupule moraux et religieux, et elle peut même s'écrier dans le roman « Je suis moderne ». Elle annonce véritablement la française garçonne et culottée des années qui suivront. Je propose qu'on continue tout de suite cette lecture. Je vous rappelle qu'on s'est arrêté déjà au milieu du roman. N'hésitez pas à retrouver les autres lectures en replay. Et donc pour vous situer un petit peu, la veuve, Madame de Burn, qui se refuse à aimer tous les hommes qui lui font la cour, finalement se laisse, je pense... En tout cas, ça nous laisse supposer qu'elle est sincère quand elle dit qu'elle a un attachement et qu'elle se laisse séduire par notre jeune André Maroual qui, lui, l'aime véritablement passionnément. Et ils vont se donner rendez-vous au Mont Saint-Michel lors d'un voyage où ils ne seront pas seuls et où, enfin, elle va se donner à lui. C'est la scène que nous venons de lire dans la dernière lecture. Et là, ils ont créé ensemble une manigance pour rentrer à Paris sans que personne ne sache où ils sont. Et ils vont chercher à se donner un rendez-vous secret pour pouvoir se voir en toute intimité et à l'abri des regards malveillants. Et là, Maroual vient de trouver une astuce. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux avec le hashtag VBN. Il dépensa dans sa journée 2 mois de son revenu. Et il le fit avec un plaisir profond en songeant que depuis 10 ans, il n'avait sans cesse économisé, non par amour de l'épargne, mais par absence de besoin, ce qui lui permettait maintenant de se conduire en grand seigneur. Dès le matin, le jour suivant, il revint à ce pavillon, présida à l'arrivée des meubles et à leur placement, suspendit lui-même les cadres, monta sur des échelles, brûla des parfums, en vaporisa sur les étoffes, en répandit sur le tapis. Dans sa fièvre, dans le ravissement excité de tout son être, il avait l'impression de faire la chose la plus amusante, la plus délicieuse qu'il eût jamais faite. À chaque minute, il regardait l'heure, calculait combien de temps le séparait encore du moment où elle entrerait, et il pressait les ouvriers, s'agitait pour trouver mieux, pour arranger et disposer les objets dans leur ordre le plus heureux. Par prudence, avant 2 heures, il congédia tout le monde, et alors, pendant la marche lente des aiguilles parcourant le dernier tour du cadran, dans le silence de cette maison où il attendait le plus grand bonheur qu'il eût espéré, il savoura, seul avec son rêve, en allant et venant de la chambre au salon, parlant haut, imaginant, déraisonnant, la plus folle jouissance d'amour qu'il devait jamais goûter. Puis il sortit au jardin. Les rayons de soleil tombaient sur l'herbe à travers les feuilles, éclairaient surtout d'une façon charmante une corbeille de roses. Le ciel se prêtait donc aussi à parer ce rendez-vous. Puis il s'embusqua contre la porte, qu'il entr'ouvrait par instant, par crainte qu'elle ne se trompât. 3 heures sonnèrent, répétées aussitôt par 10 horloges de couvent ou d'usine. Il attendait maintenant, sa montre à la main, et il tressaillit d'étonnement quand 2 petits coups légers furent frappés contre le bois où il tenait collé son oreille, car il n'avait entendu aucun bruit de pas dans la ruelle. Il ouvrit. C'était elle. Elle regardait, surprise. Elle inspecta d'abord, d'un coup d'œil inquiet, les maisons les plus voisines, et elle se rassura, car elle ne connaissait certainement personne parmi les bourgeois modestes qui devaient habiter là. Ensuite, elle examina le jardin avec une curiosité satisfaite. Enfin, elle posa le dos de ses 2 mains, qu'elle venait de déganter, sur la bouche de son amant, puis elle prit son bras.
Elle répétait à chaque pas. « Dieu, que c'est joli, que c'est inattendu, que c'est séduisant !» Apercevant la plate-bande de roses que le soleil, dans une trouée de branches, illuminait, elle s'écria « Mais c'est de la féerie, mon cher ami !» Elle en cueillit une, la baisa et la mit à son corsage. Alors ils entrèrent dans le pavillon. Et elle paraissait si contente qu'il avait envie de se mettre à genoux devant elle, bien qu'au fond du cœur, il eût senti qu'elle aurait dû peut-être s'occuper plus de lui et moins du lieu. Elle regardait autour d'elle, agitée d'un plaisir de petite fille qui trouve et manie un jouet nouveau et s'entroule dans ce joli tombeau de sa vertu de femme. Elle en appréciait l'élégance avec une satisfaction de connaisseur dont on a flatté les goûts. Elle avait craint, en venant, le logis banal, aux étoffes ternies, souillé par d'autres rendez-vous. Tout cela, au contraire, était neuf, imprévu, coquet, fait pour elle, et avait dû coûter fort cher. Il était vraiment parfait, cet homme. Se tournant vers lui, elle souleva ses deux bras par un ravissant geste d'appel, et ils s'étreignirent dans un de ces baisers aux yeux clos qui donnent l'étrange et double sensation du bonheur et du néant. Ils eurent, dans l'impénétrable silence de cette retraite, 3 heures de face à face, de corps à corps, de bouche à bouche, qui mêlèrent enfin pour André Mariol l'ivresse des sens à l'ivresse de l'âme. Avant de se quitter, ils firent un tour dans le jardin et s'assirent en une des salles vertes où on ne pouvait les apercevoir de nulle part. André, plein d'exubérance, lui parlait comme à une idole qui venait de descendre pour lui de son piédestal sacré, et elle l'écoutait, alanguie par une de ces fatigues dont il avait vu souvent se refléter l'ennui dans ses yeux, après les visites trop longues de gens qui l'avaient lassée. Elle demeurait affectueuse pourtant, la figure éclairée d'un sourire tendre, un peu contraint, et tenant sa main, elle la serrait d'une étreinte continue, plus irréfléchie peut-être que volontaire. Elle ne devait point l'entendre, car elle l'interrompit au milieu d'une phrase pour lui dire « Il faut absolument que je m'en aille. Je dois être à 6 heures chez la marquise de Bratiane et je vais y arriver fort en retard. » Il la conduisit tout doucement à la porte qu'il lui avait ouverte à son entrée. Ils s'embrassèrent et, après un coup d'œil furtif dans la rue, elle partit en rasant le mur. Dès qu'il fut seul, qu'il sentit ce vide subit laissé en nous, après les étreintes, par la femme disparue et la bizarre petite déchirure faite au cœur par la fuite des pas qui s'éloignent, il lui sembla qu'il était abandonné et solitaire, comme s'il n'avait rien pris d'elle. Et il se mit à marcher par les chemins sablés, en songeant à cette contradiction éternelle de l'espérance et de la réalité. Il resta là jusqu'à la nuit, se rassérénant peu à peu, et se donnant à elle, de loin, plus assurément qu'elle ne s'était livrée à lui entre ses bras. Puis il rentra en son appartement, dîna sans remarquer ce qu'il mangeait, et se mit à lui écrire. La journée du lendemain lui parut longue, et la soirée interminable. Il lui écrivit encore. Comment ne lui avait-elle rien répondu, rien fait dire? Il reçut un court télégramme, le matin du second jour, lui fixant pour le jour suivant un nouveau rendez-vous à la même heure. Ce petit papier bleu le délivra soudain de ce mal d'attente dont il commençait à souffrir. Elle vint, comme la première fois, exacte, affectueuse et souriante. Et leur rencontre dans la petite maison d'Auteuil fut toute pareille à la première. André Mariol, surpris d'abord et vaguement ému de ne pas sentir éclore entre eux l'extasiante passion dont il avait pressenti l'approche, mais plus sensuellement épris, oubliait doucement le songe de la possession attendue dans le bonheur un peu différent de la possession obtenue. Il s'attachait à elle par la caresse, lien redoutable, le plus fort de tous, le seul dont on ne se délivre jamais quand il a bien enlacé et qu'il serre jusqu'au sang la chair d'un homme. 20 jours passèrent, si doux, si légers. Il lui semblait que cela ne devait pas finir, qu'il resterait toujours ainsi, disparu pour tous et vivant pour elle seule, et, dans sa pensée entraînable d'artiste infécond, toujours rongé d'attente, naissait un impossible espoir de vie discrète, heureuse et cachée. Elle venait, de 3 jours en 3 jours, sans résistance, attirée, semblait-il, autant par l'amusement de ce rendez-vous, par le charme de la petite maison devenue une serre de fleurs rares, et par la nouveauté de cette vie d'amour, à peine dangereuse, puisque personne n'avait le droit de la suivre, mais pleine de mystère cependant, que séduite par la tendresse prosternée et grandissante de son amant. Puis un jour, elle lui dit « Maintenant, mon cher ami, il faut reparaître.
Vous viendrez passer l'après-midi chez moi demain, j'ai annoncé que vous étiez revenu. » Il fut navré. « Oh, pourquoi si tôt ?» dit-il. « Parce que si on apprenait par hasard que vous êtes à Paris, votre présence ici serait trop inexplicable pour ne pas faire naître des suppositions. » Il reconnut qu'elle avait raison et promit de venir chez elle le lendemain. Il lui demanda ensuite « Vous recevez donc demain ?»« Oui, dit-elle. Il y a même chez moi une petite solennité. » Cette nouvelle lui fut désagréable. Quel genre de solennité? Elle riait, enchantée. J'ai obtenu de Massival, au prix des plus grandes flagorneries, qu'il joua chez moi sa Didon, que personne encore ne connaît. C'est le poème de l'amour antique. Madame de Bratiane, qui se considérait comme l'unique propriétaire de Massival, est exaspérée. Elle sera là d'ailleurs, car elle chante. Suis-je forte? Vous aurez beaucoup de monde? Oh non, quelques intimes seulement. Vous les connaissez presque tous. Ne puis-je me dispenser de cette fête? Je suis si heureux dans ma solitude. Oh non, mon ami, comprenez donc que je tiens à vous avant tout. Il eut un battement dans le cœur. Merci, dit-il, je viendrai. Bonjour, cher monsieur. Mariole remarqua que ce n'était plus le cher ami d'Auteuil, et la poignée de main fut courte, une pression hâtive de femme occupée, agitée, en pleine fonction mondaine. Il entra dans le salon pendant que Madame de Burn s'avançait vers la toute belle Madame le prieur, que ses décolletages hardis et ses prétentions aux formes sculpturales avaient fait surnommer un peu ironiquement la déesse. Elle était femme d'un membre de l'Institut, section des inscriptions et belles-lettres. « Ah, Mariole !» s'écria la Marthe. « D'où sortez-vous donc, mon cher? On vous croyait mort. » « Je viens de faire un voyage dans le Finistère. » Il racontait ses impressions quand le romancier l'interrompit. « Est-ce que vous connaissez la baronne de Frémine ?»« Non, de vue seulement, mais on m'a beaucoup parlé d'elle. On l'a dit fort curieuse. » L'archiduchesse se détraquait, mais avec une saveur, un bouquet de modernité exquis. « Venez que je vous présente !» Le prenant par le bras, il l'entraîna vers une jeune femme qu'on comparait toujours à une poupée, une pâle et ravissante petite poupée blonde, inventée et créée par le diable lui-même pour la damnation des grands enfants à barbe. Elle avait des yeux longs, minces, fendus, un peu retroussés, semblait-il, vers les tempes, comme ceux de la race chinoise. Leur regard d'émail bleu glissait entre les paupières, qui s'ouvraient rarement tout à fait, de lentes paupières, faites pour voiler, pour retomber sans cesse sur le mystère de cette créature. Les cheveux très clairs luisaient de reflets argentés de soie, et la bouche fine, aux lèvres étroites, semblait dessinée par un miniaturiste, puis creusée par la main légère d'un ciseleur. La voix qui sortait de là avait des vibrations de cristal, et les idées imprévues, mordantes, d'un tour particulier, méchant et drôle, d'un charme destructeur, la séduction corruptrice et froide, la complication tranquille de cette gamine névrosée, troublait son entourage de passion et d'agitation violente. Elle était connue du tout Paris comme la plus extravagante des mondaines du vrai monde, la plus spirituelle aussi. Personne ne savait au juste ce qu'elle était, ce qu'elle pensait, ce qu'elle faisait. Elle dominait en général les hommes avec une puissance irrésistible. Son mari également demeurait une énigme. Affable et grand seigneur, il semblait ne rien voir. Était-il aveugle, indifférent ou complaisant? Peut-être n'avait-il vraiment autre chose à voir que des excentricités qui, sans doute, l'amusaient lui-même. Toutes les opinions d'ailleurs se donnaient cours sur lui. Des bruits très méchants couraient. On allait jusqu'à insinuer qu'il profitait des vices secrets de sa femme. Entre Madame de Burn et elle, il y avait des attirances de nature et des jalousies féroces, des périodes d'intimité suivies par des crises d'inimitié furieuses. Elle se plaisait, se redoutait et se recherchait comme deux duellistes de profession qui s'apprécient et désirent se tuer. La baronne de Frémine, en ce moment, triomphait. Elle venait de remporter une victoire, une grande victoire. Elle avait conquis la Marthe. Elle l'avait pris à sa rivale, détaché et cueilli pour le domestiquer ostensiblement parmi ses suivants attitrés. Le romancier semblait épris, intrigué, charmé et stupéfait de tout ce qu'il avait découvert dans cette créature invraisemblable, et il ne pouvait s'empêcher de parler d'elle à tout le monde, ce dont on jasait déjà. Au moment où il présentait Mariole, le regard de Madame de Burn tomba sur lui de l'autre bout du salon,
et il sourit en murmurant à l'oreille de son ami. « Regardez donc la souveraine d'ici qui n'est pas contente. » André leva les yeux, mais Madame de Burn se retournait vers Massival, apparue sous la portière soulevée. Il fut suivi presque immédiatement par la marquise de Bratiane, ce qui fit dire à la Marthe « Tiens, nous n'aurons qu'une seconde édition de Didon. La première a dû avoir lieu dans le coupé de la marquise. » Madame de Frémyne ajouta « La collection de notre ami de Burn perd vraiment ses plus beaux joyaux. » Une colère, une sorte de haine contre cette femme s'éveilla brusquement au cœur de Mariole, et une irritation subite contre tout ce monde, contre la vie de ces gens, leurs idées, leurs goûts, leurs penchants futiles, leur amusement de pantin. Alors, profitant de ce que la Marthe s'était penchée pour parler bas à la jeune femme, il tourna le dos et s'éloigna. La belle Madame le prieur se trouvait seule, à quelques pas devant lui. Il alla la saluer. D'après la Marthe, celle-là représentait l'ancien jeu dans ce milieu d'avant-garde. Jeune, grande, jolie, avec des traits fort réguliers, avec des cheveux châtains où couraient des nuances de feu, affable, captivante par son charme tranquille et bienveillant, par une coquetterie calme et savante aussi, par un grand désir de plaire dissimulé sous des dehors de sincère et simple affection. Elle avait des partisans déterminés, qu'elle se gardait bien d'exposer à des rivalités dangereuses. Sa maison passait pour un cercle d'étroite intimité, où tous les habitués d'ailleurs vantaient avec ensemble les mérites du mari. Elle et Mariole se mirent à causer. Elle l'appréciait beaucoup, cet homme intelligent et réservé, dont on parlait peu et qui valait peut-être mieux que les autres. Les derniers invités entraient. Le gros Fresnel, essoufflé, essuyant encore d'un dernier effleurement de mouchoir son front toujours tiède et luisant. Le philosophe mondain Georges de Maltry, puis ensemble, le baron de Graville et le comte de Marentin. Monsieur de Pradon faisait avec sa fille les honneurs de cette matinée. Il fut plein d'attention pour Mariole. Mais Mariole, le cœur serré, la regardait aller, venir, s'occuper de tout ce monde plus que lui. 2 fois, il est vrai, elle lui avait jeté de loin des regards rapides qui semblaient dire « Je pense à vous », mais si courts qu'ils s'étaient peut-être mépris sur leur sens. Puis il ne pouvait plus ne pas voir que l'assiduité agressive de la Marthe pour Madame de Frémyne irritait Monsieur de Burn. Ce n'est là, pensait-il, que du dépit de coquette, de la jalousie de salonnière à qui on a volé un bibelot rare. Il en soufflait déjà pourtant. Il souffrait surtout de constater qu'elle les regardait sans cesse d'une façon furtive et dissimulée, et qu'elle ne s'inquiétait nullement de le voir, lui, assis près de Madame le prieur. C'est qu'elle le tenait, elle en était sûre, tandis que l'autre lui échappait. Alors qu'était donc pour elle déjà cet amour, leur amour né d'hier, et qui ne laissait survivre en lui aucune autre idée? Monsieur de Pradon demandait le silence, et Massival ouvrait le piano, dont Madame de Bratiane s'approchait en ôtant ses gants, car elle allait chanter les transports de Didon, quand la porte s'ouvrit encore une fois et un jeune homme parut qui fixa tous les yeux. Il était grand, svelte, avec des favoris frisés, des cheveux blonds, courts et bouclés, un air absolument aristocrate. Madame le prieur elle-même semblait émue. « Qui est-ce » lui demanda Mariole. « Comment, vous ne le connaissez pas ?»« Mais non, le comte Rodolphe de Brenhaus. »« Ah, celui qui s'est battu avec Sigismond Fabre ?»« Oui. » L'histoire avait fait grand bruit. Le comte de Bernhaus, conseiller de l'ambassade d'Autriche, diplomate du plus grand avenir, un Bismarck élégant, disait-on, ayant entendu dans une réception officielle un mot malsonnant sur sa souveraine, se battit le surlendemain avec celui qui l'avait prononcé, escrimeur célèbre, et le tua. Après ce duel par qui l'opinion publique avait été ravagée, le comte de Brenhaus acquit du jour au lendemain une célébrité à la Sarah Bernhardt, avec cette différence que son nom apparaissait dans une auréole de poésie chevaleresque. Il était en outre charmant, agréable causeur, excellemment distingué. La Marthe disait de lui « C'est le dompteur de nos belles féroces ». Il s'assit auprès de Madame de Burn avec un air très galant, et Massival prit place devant le clavier, où ses doigts coururent quelques instants. Presque tous les auditeurs changèrent de siège, se rapprochèrent, de façon à bien entendre et à bien voir en même temps la chanteuse. La Marthe se retrouvera près de Mariole, épaule contre épaule.
Il y eut un grand silence plein d'attente, d'attention et de respect. Puis le musicien commença par une très lente succession de notes qui avaient l'air d'un récit musical. Il y avait des pauses, des reprises légères, des séries de petites phrases, tantôt languissantes, tantôt nerveuses, inquiètes semblait-il, mais d'une originalité imprévue. Mariol rêvait. Il voyait une femme, la reine de Carthage, dans la force de sa jeunesse mûre et de sa beauté pleinement éclose, marchant à petits pas sur une côte baignée par la mer. Il devinait qu'elle souffrait, qu'elle avait dans l'âme un grand malheur, et il examinait Madame de Bratiane. Immobile, pâle sous ses pesants cheveux noirs, qui semblaient avoir été trempés dans de la nuit, l'Italienne, le regard fixé devant elle, attendait. Il y avait sur son visage énergique, un peu dur, que ses yeux et ses sourcils marquaient comme des taches, dans tout son être brun, puissant et passionné, quelque chose de saisissant. Une de ces menaces d'orage qu'on devine dans les ciels sombres. Massival continuait, en balançant un peu sa tête aux longs cheveux, l'histoire poignante qu'il contait sur les sonores touches d'ivoire. Soudain, un frisson parcourut la chanteuse. Elle entr'ouvrit la bouche et il en sortit une plainte d'angoisse interminable et déchirante. Ce n'était point une de ces clameurs de désespoir tragique que les chanteurs exhalent sur la scène avec des gestes dramatiques. Ce n'était pas non plus un de ces beaux gémissements d'amour trompés qui font éclater une salle en bravos, mais un inexprimable cri, sorti de la chair et non de l'âme, poussé comme un hurlement de bête écrasée, le cri de l'animal féminin trahi. Puis elle se tut, et Massival recommença, vibrante puis plus animée, plus tourmentée, l'histoire de cette misérable reine qu'un homme aimé avait abandonnée. Alors, de nouveau, la voix de la femme s'éleva. Elle parlait maintenant. Elle disait l'intolérable torture de la solitude, l'inapaisable soif des caresses enfuies et le supplice de savoir qu'il est parti pour toujours. Sa voix chaude et vibrante faisait tressaillir les cœurs. Elle semblait souffrir tout ce qu'elle disait, aimer ou du moins être capable d'aimer d'une ardeur furieuse cette sombre Italienne avec sa chevelure de ténèbres. Quand elle se tut, elle avait les yeux pleins de larmes et elle les essuya lentement. Lamarthe, penché vers Mariol, et tout frémissant d'exaltation artiste, lui dit « Dieu, qu'elle est belle en ce moment, mon cher, c'est une femme, la seule qui soit ici. » Puis, après une courte réflexion, il ajouta « Au fait, qui sait, il n'y a peut-être là qu'un mirage de la musique, car rien n'existe que l'illusion. Mais quel art pour en donner des illusions, celui-là, et toutes les illusions. » Il y eut alors un repos entre la première et la deuxième partie du poème musical, et on félicita chaudement le compositeur et son interprète. Lamarthe surtout fut très ardent dans ses compliments, et il était vraiment sincère, un homme doué pour sentir, pour comprendre, et que touchent également toutes les formes exprimées de la beauté. La façon dont il dit à Madame de Bratiane ce qu'il avait éprouvé en l'écoutant fut flatteur à la faire un peu rougir. Et les autres femmes qui l'entendirent en conçurent quelques dépits. Il n'était peut-être pas inconscient de l'effet qu'il avait produit. Quand il se retourna pour reprendre sa place, il aperçut le comte Rodolphe de Bernhaus qui s'asseyait auprès de Madame de Frémine. Elle eut l'air tout de suite de lui faire des confidences, et ils souriaient l'un et l'autre comme si cette causerie intime les eût enchantés et ravis. Mariol, de plus en plus morne, était debout contre une porte. Le romancier alla le rejoindre. Le gros Fresnel, Georges de Maltry, un baron de Graville et le comte de Marentin entouraient Madame de Burne qui, debout, offrait du thé. Elle semblait enfermée dans une couronne d'adorateurs. Lamarthe le fit remarquer ironiquement à son ami et il ajouta « Une couronne sans joyaux d'ailleurs, et je suis certain qu'elle donnerait tous ses cailloux du Rhin pour le brillant qui lui manque. » Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. C'était Notre cœur de Guy de Maupassant, c'était son 6e et dernier roman. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver les autres émissions en replay et puis surtout restez avec moi puisque cette lecture continue tout de suite. À très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao.